Bonjour les rôlistes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc un peu spécial, effectivement d'actualité, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent, concernant le fameux OGL 1.1 ou OGL 2.0, qui aurait dû être annoncé aujourd'hui par Wizard of the Coast. Alors j'ai lu un tas de trucs, des tas de réactions, et j'ai eu l'impression qu'en fait que pas mal de gens ne voyaient pas ce que c'était exactement cet OGL, ni exactement ses implications, et ce que voulait faire Wizard à l'heure d'aujourd'hui. Alors déjà, il faut revenir avec un peu d'histoire, hein, un peu d'historique. L'OGL de Wizard of the Coast, qu'est-ce que c'est? En fait, à la fin des années 90, AD&D 2 était très nettement en perte de vitesse, hein, les ventes n'étaient plus ce qui était espéré, euh, donc il fallait que Wizard réagisse. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti Donjons et Dragons, la version 3, et en parallèle, l'OGL 1.0. Donc l'OGL c'est quoi? C'est une Open Game License. Qu'est-ce que c'est? C'est un texte juridique en fait qui permet à tout État et à chacun d'utiliser le SRD, donc c'est le système référence document. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un document qui reprend 80-90% des règles où chacun, en utilisant cet OGL, va pouvoir récupérer ce qu'il y a dans ce document et l'utiliser pour ses propres créations. Alors ça peut même aller jusqu'à du copier-coller, hein, on est bien d'accord. À savoir que, effectivement, cet OGL, quand il a été créé, était tout à fait libre de droit, donc personne n'avait rien à payer à Wizard. Il était perpétuel, c'était le mot utilisé dans la licence. Donc en fait, tout le monde, enfin pas tout le monde, il y a eu beaucoup d'éditeurs tiers qui... donc le but en fait de cet OGL, le but de Wizard, c'était de redynamiser leur licence en permettant, en laissant des éditeurs tiers publier des choses pour leur jeu. Et ces éditeurs tiers, en fait, n'auraient absolument rien à payer et vendraient eux-mêmes leurs produits sans passer par Wizard. Bien. Donc en fait, qu'est-ce que ça a donné? Il y a eu pas mal de maisons d'édition qui se sont créées, d'ailleurs, en fait, à ce moment-là, à peu près, hein, dont Paizo, alors Goodman Games, je crois que c'est un peu plus tard, mais bref, qui se sont mis à faire, en fait, du contenu pour Donjon. Alors, du contenu, ça pouvait être quoi? Ça pouvait être des bestiaires, ça pouvait être des codex de magie, ça pouvait être, et surtout beaucoup d'aventures et beaucoup de campagnes. Hein. Goodman Games en a publié énormément, par exemple. Voilà, donc ça, tout était bien dans le meilleur des mondes. Alors tout ça jusqu'en 2008-2009, en fait, il y a eu un tournant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Wizard a sorti Donjons et Dragons, la version 4. Et la version 4, on ne peut pas dire que ça a été un franc succès commercial, elle s'éloignait trop des anciennes versions, et les joueurs l'ont quand même un peu boudé, même beaucoup. Donc en fait, ces éditeurs, Paizo, Goodman Games et d'autres, se sont dit, mais en fait, on crée des aventures et des suppléments. Mais en fait, visiblement, le public était très intéressé par Donjon 3, en tout cas, ou par les anciennes versions. Pourquoi on ne sortirait pas nous-mêmes notre jeu avec l'OGL et basé sur les éditions de Donjon 3 ou antérieures? Enfin, surtout Donjon 3. C'est comme ça qu'est né Pathfinder. Et là, Pathfinder a été un gros carton. Hein, Pathfinder a même dépassé les ventes de donjons, hein, ce qui est quand même assez extraordinaire. Hein, c'était le numéro 1 en fait pendant quelques années. Et donc en fait, Goodman Games a sorti DCC, donc Paizo, Pathfinder, d'autres un tas de trucs. Et, alors là c'est beaucoup plus récent, mais par exemple qu'est-ce que ça a donné aussi? Ça a donné lieu au Player Handbook, enfin au triptyque de Troll Lord Games, etc. etc. Donc, et en parallèle de tout ça, il y a eu tout un mouvement, un foisonnement d'idées qui a fini par accoucher en fait de ce qu'on appelle le mouvement OSR. Donc en fait, c'est en général des éditeurs indépendants qui sortaient leur jeu pour jouer aux premières éditions de Donjons et Dragons, hein, du old school, du old school et jouer comme dans les premières éditions de Donjons. Donc tout ça en fait, ça a donné tout un chaudron d'idées, un chaudron de développement, de créativité. Hein, ça a vraiment été assez extraordinaire, qui a fini par ancrer en fait Donjons et Dragons dans l'imaginaire. Hein, parce que il y avait Pathfinder, mais Pathfinder, vous avez les classes, ça rappelle Donjon à cause de ses classes, à cause de ses sorts, etc. Et donc ça a fini par ancrer en fait Donjon. Je parle beaucoup de Pathfinder, mais parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais il y en a énormément d'autres. Hein.
Et l'OGL, en fait, a permis de rentrer dans l'imaginaire Donjons et Dragons comme étant le jeu, le gros jeu de rôle, et ce qui est vrai, hein, ce qui est le gros jeu de rôle d'Heroic Fantasy. Alors le problème, c'est que du coup, en fait, dans l'esprit des gens, jeu de rôle est devenu Donjons et Dragons, ce qui est un peu dommage. Bien, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Donc effectivement, 2009, Pathfinder, l'OSR qui est arrivé, et Donjons et Dragons qui est devenu The Number One. Bien. Alors tout ça, c'était dans le meilleur des mondes. Hein. Wizard of the Coast vendait son jeu, a sorti l'édition 5, l'édition 5 qui a été énormément suivie en fait par les éditeurs tiers, hein, énormément de monde. D'ailleurs, bon, j'en reviendrai hein, de setting, mais bon, à mon avis, c'est un autre problème. Je vais digresser et c'est pas le problème. Donc bref, tout ça jusqu'à il y a quelques mois. Parce qu'en fait, il y a quelques mois, en fait, quelqu'un au sommet de la pyramide de Wizard of the Coast s'est dit « Ah, c'est bien, on a quand même le jeu de rôle le plus connu au monde, et je trouve qu'il ne nous rapporte pas assez de pognon. Comment pourrait-on faire pour en gagner plus ?» Bon, alors déjà, on va sortir une version 6. Hein, au début, c'était une version 5, compatible, mais plus ça va, plus on s'aperçoit, on s'éloigne un petit peu quand même de la 5e. Oui, parce qu'en fait, il faudra bien la vendre. Hein. Donc en fait, la version 6 de Donjon, on investit dans des films, etc., on veut faire du pognon. Mais ça suffit pas encore. Et on se dit, putain, mais en fait, il y a, dans le volume de vente en fait, de Donjon, il y a une part immense, en fait, d'éditeurs tiers qui sortent leurs propres créations. Et sans nous verser du pognon. Donc ça va pas. Mais ça, c'est à cause de l'OGL 1.0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer l'OGL 1.0 et on va créer l'OGL 1.1 ou 2.0, vous l'appellerez comme on ne sait pas exactement, on va dire l'OGL 2.0. Voilà, ils se sont dit ça. Alors maintenant, pourquoi ça râle dans tous les sens? Il faut jeter un petit coup d'œil de ce qui était dans ce projet en fait d'OGL 2.0. Ah oui, avant de passer en fait à l'OGL 2.0, en fait quand cette annonce a été on va faire une OGL 2.0, tout le monde s'est dit pas grave, on va continuer avec l'OGL 1.0, elle est perpétuelle, on va continuer avec, et l'OGL 2.0, ils iront se faire voir. Alors sauf que en fait non, parce qu'en fait elle est perpétuelle, mais perpétuelle ça veut dire qu'elle n'a pas de date de fin. Ce document n'a pas de date de fin, mais par contre il n'est pas irrévocable. C'est pas pareil. Hein, si dans le document il avait été noté qu'il était irrévocable, Wizard n'aurait rien pu faire. Mais c'est pas noté, donc ça veut dire qu'il est révocable. Donc en fait l'OGL 2.0 révoque l'OGL 1.0 et c'est ce qui amène à tout le bordel d'aujourd'hui. Alors il y avait plusieurs volets, hein, je vais vous parler des volets les plus significatifs dans cet OGL 1.0. Il y avait plusieurs volets, il y avait une partie financière. Alors la partie financière, qu'est-ce que c'est? Elle est échelonnée en tiers. Elle est échelonnée sur votre chiffre d'affaires de l'année. Alors, chiffre d'affaires, attention, pas bénéfice, chiffre d'affaires, ce qui peut être important. Donc, si vous faites entre 0 et 40 999 $ de chiffre d'affaires en vendant vos produits sous licence, OGL 2.0, pas de problème, vous ne devez rien à Wizard, tout va bien, enfin, sur la partie financière. Si vous faites 50 000 $ jusqu'à 750 000 $, vous ne payerez toujours pas de royalties, en fait, à Wizard of the Coast. Mais par contre, vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires à Wizard. Alors là, déjà, des boîtes privées aux États-Unis déclarer leur chiffre d'affaires à une autre boutique, déjà, ça commence à grincer des dents. Et vous devez aussi donner une copie de votre production à Wizard pour qu'il jette un coup d'œil dessus. Bien. Et le dernier tiers, à partir de 750 000 $, chaque dollar que vous faites en chiffre d'affaires, donc au-dessus de chaque dollar supplémentaire de cette vous allez payer une royalties de 25%. Ce qui est pas donné, hein. Donc en gros, ce qui est même très élevé. En gros, si vous faites 10 $ de chiffre d'affaires au-delà des 750 000, vous allez donner 2,5 $ à Wizard. Alors en fait, s'il n'y avait eu que ça,
Je pense que ça aurait pas gueulé plus que ça, enfin ça aurait râlé un peu hein, quand même, mais ça n'aurait pas franchement gueulé plus que ça, parce qu'en fait, verser des royalties à une boîte parce qu'on utilise sa marque, on utilise son système, on utilise son produit, en fait, il n'y a absolument, je n'y vois rien à redire, et je pense que les différents éditeurs n'y auraient pas vu grand-chose à redire non plus. Bien. Sauf que ça se gâte après. Alors si le premier point était défendable, hein, comme je le disais, le deuxième déjà l'est nettement moins. Alors pourquoi? Parce qu'en fait dans cette clause, Wizard dit cette OGL, je peux la révoquer quand je veux. Il suffit que je vous prévienne 30 jours avant. Bon, c'est une chose. Et d'autre part, ils disent aussi, votre produit que vous sortez, je me réserve à n'importe quel moment de sa vie, hein, donc ça peut être immédiatement, ça peut être dans 2 mois, 3 mois, 5 ans, ce que vous voulez. Je me réserve le droit de vous interdire de le vendre, tout simplement. Et vous serez prévenu 30 jours avant. Alors on tend à dire que ça, pour une entreprise, c'est totalement inacceptable. Hein. Vous ne pouvez pas baser votre modèle économique et votre entreprise sur le bon vouloir de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Donc déjà là, ça devient très compliqué. Et le troisième point, bah alors là, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, Wizard explique tout ce que vous allez écrire en utilisant notre OGL. Ben en fait, tout ce que vous allez écrire, en fait, on peut en faire ce qu'on veut, sans vous rétribuer. Donc on peut décider de l'éditer à votre place, on peut décider de prendre votre travail et d'en faire autre chose. En gros, le travail que vous faites, en fait, ne vous appartient pas, il nous appartient à nous. Et là, effectivement, on tape dans le délire total et dans quelque chose qui est absolument inacceptable. Hein, donc, quelque part, en fait, ce texte, il n'est pas là pour faire une nouvelle OGL. Quelque part, il est là pour dire, les gars, terminez les parties tierces, hein, parce que sinon, personne dans le monde, aucune société dans le monde ne va accepter le fait que le travail... Alors non seulement ils vont être obligés de payer, hein, alors je parle de Paizo parce que c'est une grosse boîte et ils font plus de 750 000 $, donc eux ils payent des royalties et puis on peut leur expliquer en fait ce que vous écrivez c'est à nous. C'est un peu gonflé quand même, hein. C'est même plus que gonflé, en fait c'est absolument incroyable. Il y a quoi? Il y a un quatrième point. Alors là, je suis un peu moins catégorique parce que je le connais moins, mais a priori, donc l'OGL ne s'appliquerait qu'au modèle physique et tout ce qu'ils appellent en fait modèle numérique statique, donc genre les PDF, machin, etc. Pour tout le reste, en fait, l'OGL ne s'applique pas, donc ce n'est plus libre. Donc ça veut dire que tous les VTT, en fait, par exemple, que ça soit Roll20, alors Roll20 ils ont peut-être un accord, je sais plus, que ce soit Roll20, Foundry, Let's Roll et tous les autres, en fait, bah, c'est terminé les gars. Vous ne pourrez plus héberger de parties de donjons ou ses dérivés sur votre plateforme. Donc voilà. Alors autant dire que tout ça, c'est carrément scandaleux, hein, on est bien d'accord. Ah oui, bien entendu, en fait, tout ce qui a été imprimé sur l'OGL 1.0, alors ce qui est déjà imprimé, hein, le stock, hein, tout ce qui a été fait avant, bah, vous pouvez continuer à le distribuer, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne pouvez plus rien réimprimer quelque chose, vous ne pouvez plus réimprimer quelque chose avec l'OGL 1.0. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, en fait, tout ce que vous allez publier, vous êtes obligé de signer l'OGL 1.1 ou l'OGL 2.0, enfin bon, bref, la nouvelle licence. Voilà, donc en fait, donc du coup, effectivement, tout le monde, tous les éditeurs sont devant debout, hein, parce qu'en fait, c'est la mort de tous les petits éditeurs en fait qui utilisent l'OGL. Hein, leur travail ne leur appartient plus. Alors, ils vont pas. Les petits éditeurs, vous allez me dire, bah ouais, mais ils n'ont pas besoin de payer. Je suis d'accord, mais en fait, leur boulot ne leur appartient pas. Vous le feriez, vous? Je ne pense pas. Quoi dire d'autre? Oui, j'ai lu aussi des réactions, en fait, que ça soit sur Facebook, à droite, à gauche, de gens qui disent « Ah ouais, mais c'est en fait à cause des éditeurs, les fumiers, ils veulent pas payer Wizard, ils veulent utiliser leur système gratos. » Ouais, mais en fait, les éditeurs ils veulent pas pour le fait de payer, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que leur travail ne leur appartient plus et ils sont à la merci qu'on leur interdise leurs produits du jour au lendemain. Il est là le vrai problème. C'est pas une question de royalties, c'est une question d'édition et de pérennité. Non, les méchants dans l'histoire, c'est pas les éditeurs, hein, c'est vraiment Wizard, hein, c'est clair, c'est très clair, il faut pas confondre, sinon vous avez rien compris. Alors, quoi dire d'autre là-dessus? Donc en fait, sur l'OGL, voilà.
Alors, bon, pour vous dire un peu, l'OGL, qu'est-ce que ça a permis jusqu'à présent? Jusqu'à présent, ça a permis, par exemple, alors, en dehors de Pathfinder, en dehors de Dragon, par exemple, Dragon est en OGL, Old School Essential est en OGL, DCC c'est de l'OGL, tous les Reincarnated faits par Goodman Games c'est de l'OGL, Troll Lord Games avec ça c'est de l'OGL aussi. Bref, il y en a énormément, sans parler de toutes les aventures qui sont... plus tous ceux qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. Alors on a effectivement dans l'OGL des vraies pépites, hein, comme ceux-là. Et on a le bon côté et le mauvais côté des choses. Hein. Là, je vais un peu digresser, mais bon, dans l'OGL, le bon côté des choses, c'est ce que je viens de vous parler. Le mauvais côté des choses, pour moi, dans l'OGL, c'est en fait tout le pilonnage qu'on a eu depuis ces dernières années, avec la 5e édition, en fait, dans le seul but, en fait, d'avoir le tampon 5e édition. Pourquoi? Parce que ça se vend mieux. Voilà, donc ça, c'est un peu le... Mais bon... on a encore récemment, hein, on a L5A qui sort en 5e édition, je ne sais pas pourquoi, alors on me dit parce que ça se vend pas bien. Ok les gars, vous pouvez pas vous mettre autour de la table et puis réviser votre système. Plutôt ça, vous allez dire, oh, je vais utiliser Donjon, ça se vend bien. Allez les gars, non. Enfin bon, pour moi, tous les trucs là, c'est de la digression, passons. Donc ça, c'est la situation actuelle, en fait, jusqu'à hier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu, dans la semaine qui vient de se passer, Cobble Press a dit non, on ne signera pas, on va faire notre nouveau jeu à nous. Goodman Games a dit non, nous on ne signe pas, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va rien changer. Alors ça, je ne sais pas comment ils vont faire, mais enfin bon, admettons. Et en gros, quasiment la totalité des éditeurs a dit non, nous on ne signe pas cette merde. Donc en fait, il y a eu hier une grosse annonce en fait de Paizo, donc c'est l'éditeur de Pathfinder, Starfinder et compagnie, qui a dit nous, on va faire un OGL. Alors, il faut faire attention. En fait, ils se sont mis, et d'autres éditeurs leur ont emboîté le pas en disant ok, vous faites une OGL, nous, Banco, on y va avec vous. Hein, donc on a eu Chaosium, Cobble Press, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? En gros, non. On a eu Legendary Games, Green Run, etc. Alors par contre, il y a une petite confusion qui est faite. Je l'avais faite en premier d'ailleurs. Enfin en premier, je me suis fait avoir aussi. Mais en fait, ils font un OGL. Donc l'OGL, c'est le texte juridique qui crée une licence libre, irrévocable, libre de droit, et donc irrévocable et perpétuelle. Mais ça, c'est que le texte juridique. Après, à chaque éditeur de venir... Alors comment ça va se matérialiser? Je pense que chaque éditeur va dire moi j'adhère à cette OGL et voici mon document de référence que vous allez pouvoir prendre. Donc je suppose qu'il y aura différents éditeurs. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont faire un système commun, hein, c'est pas ça du tout. C'est qu'ils vont chacun mettre leur système à disposition au sein d'une OGL qui sera commune à tout le monde. En fait, un peu comme dans le monde de Linux, hein, où tout le monde utilise la licence Creative Commons de Linux pour développer ses propres produits, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein. Donc là, c'est pareil, je ne pense pas qu'ils vont développer un système commun, mais ça va être vraiment mettre leur système au sein de cette licence libre, qui par contre, elle sera irrévocable. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, donc voilà ce qu'on peut s'attendre en fait dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, on va voir ce que ça donne. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'en fait Wizard a donc repoussé en fait l'annonce de son OGL 2.0 à plus tard. Ils sentent un peu le bordel qu'ils viennent de foutre, comme quoi en fait le leak était certainement très proche de la réalité. Et alors que vont-ils faire maintenant Wizard? Ils ont plusieurs trucs, hein, où ils font l'autruche et ils font rien. Donc ils disent en fait on n'a rien fait, on n'avait pas l'intention de sortir un OGL 2.0. Ou alors ils disent on fait un OGL 2.0 mais on le simplifie beaucoup, on le laisse libre, etc. Et en espérant que les éditeurs leur emboîtent le pas. Alors sauf que là, moi je pense que le mal est fait, les éditeurs se sont aperçus que leur travail pouvait être annihilé en un claquement de doigts, et je pense pas qu'ils aient vraiment très envie
d'être dans cette situation. Je pense vraiment qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur démarche. On va voir ce que ça donne. Alors ça peut donner une période de créativité très intéressante, à mon avis. Donc tout ce qui est imprimé et en cours, à mon avis, ça va être livré, hein, il n'y a pas de problème. Les autres trucs qui devaient être traduits qui devaient être traduits en fait, alors on parle en français, ce qui devait être traduit, par exemple, je sais pas, la gamme Iron Kingdoms par exemple. Alors ça par contre, j'ai un peu plus, ou la gamme Midnight, tout ce qui n'a pas été traduit à l'heure actuelle, je vois pas trop comment ils vont pouvoir le sortir en OGL, ou alors ils vont être obligés d'enlever toute référence au système, ce qui est possible aussi. Oui, parce qu'en fait, l'OGL, proposé par Paizo, c'est une licence qui n'appartiendrait à aucun éditeur, hein, c'est un truc commun. Ce serait un truc, comme je disais, système free, hein, donc agnostique, hein, donc pas de système précis. C'est pour ça que je disais, je pense que chaque éditeur va venir avec sa soupe, avec son propre système. Et donc pour les traductions futures, à mon avis, ou ils signent l'OGL 1.1, mais alors là, c'est le drame, à moins qu'il soit modifié, ou alors ils enlèvent toute référence au système à l'intérieur des nouveaux ouvrages. Quoi dire d'autre? Est-ce que je serais satisfait, moi, par un système commun? Bah non, en fait, parce que moi, j'aime bien les jeux, en fait, où où le système, en fait, est dédié au monde, et pas le contraire. C'est-à-dire, en fait, le tort, en fait, le biais de l'OGL et de la 5e édition. La 5e édition fait tellement vendre que les créateurs, en fait, n'ont même plus envie de réfléchir à leur propre système pour faire respirer leur monde, faire appuyer leur monde, illustrer leur monde, car un système en fait partie pour ce que je pense, et ils préfèrent utiliser effectivement la 5e édition parce que ça fait vendre. Et puis c'est plus simple d'utiliser un système qui marche, qui marche. Oui, qui fonctionne, même s'il n'est pas adapté à leur monde. D'ailleurs, on a tendance à rentrer au chausse-pied un monde dans les systèmes de 5e édition, ce que je trouve dommage. Donc en fait, on risque quand même d'être au seuil d'un mouvement d'assez grande ampleur, avec certainement pas mal de créativité qui devrait arriver en fait dans les prochains mois. Tout ça. Ça va certainement encore évoluer très vite, hein, parce qu'il y aura certainement des annonces de Wizard, il va y avoir des annonces des autres éditeurs, enfin bon, bref, ça va beaucoup bouger. Alors voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur la situation actuelle, hein. Elle va beaucoup bouger, hein, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, ça va énormément bouger. Je pense qu'on est quelque part à un seuil en fait assez historique en fait dans l'histoire du jeu de rôle, enfin je pense, hein, celui-là on s'en souviendra. Qu'est-ce que j'en pense? J'espère moi de mon côté que ça va donner un gros boost à la créativité, hein, c'est assez excitant de voir ce qui va arriver. Bon alors effectivement pour les petits éditeurs qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir sortir leurs produits dans les mois à venir, ça pour l'instant c'est la grosse inconnue. Pour l'instant tant que Wizard n'a rien annoncé, ils vont pouvoir, mais après on ne sait pas. Bref, on est devant des gros changements, à mon avis. En tout cas, j'espère avoir un peu clarifié toutes ces histoires d'OGL, toutes ces histoires de SRD et tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et surtout, en fait, avec les dernières annonces, en fait, des éditeurs qui veulent faire quelque chose de commun. Voilà. Ça pourrait être sympa. J'espère qu'on va continuer à avoir nos jeux préférés, en tout cas. Et voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Oui, voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis à bientôt pour cette fois-ci, j'espère, quelque chose de moins polémique et une critique d'un jeu que j'aime bien. Merci beaucoup.